Dans un pays que la guerre a usé jusqu'à l'os, les chiffres de villages repris et de routes rouvertes ne collent plus avec les pronostics de déclin annoncés. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, qu'on disait condamné à la dépendance et à la peur permanente, avance pourtant à contre-courant, porté par des volontaires et des communautés rurales qu'on croyait brisées. Comment expliquer que cette énergie intérieure, née des VDP, de Boul du Moun à Seno, tienne encore alors que les regards extérieurs misaient sur l'effondrement durable? Au cœur de cette contradiction silencieuse, quelque chose a basculé. Si ce récit mérite d'être suivi jusqu'au bout, c'est parce qu'il porte une promesse rare dans une région longtemps fracturée par la peur et la fragmentation politique. La compréhension claire du basculement intérieur d'un pays en reconstruction, une clé de lecture décisive pour quiconque observe le Sahel. Car derrière la résistance collective apparue dans les villages de Boul du Mouhoun, Seno, Bonsa ou Moraba, il ne s'agit pas seulement d'un sursaut militaire. C'est un changement de trajectoire, un repositionnement profond des communautés qui redéfinissent leur rapport à la souveraineté et à l'autonomie. Et c'est précisément ce point qui élève l'enjeu. Si un État meurtri, miné par les attaques, les déplacements forcés et l'effondrement administratif, parvient malgré tout à retrouver une cohésion organique, alors l'équilibre régional pourrait lui aussi s'en retrouver modifié. Voici une transition concernant Micro-Hook. Dans les faits, certaines dynamiques internes avancent plus vite que ce que les observateurs extérieurs osent reconnaître. Ce récit, pour être compris, doit être suivi dans son déroulement complet. Une révélation discrète s'impose lorsque l'on observe les premières zones stabilisées. En moins de quelques mois, plusieurs localités hors d'accès ont pu rouvrir routes, écoles et marchés, un rythme que peu d'analystes anticipaient. Ce résultat, bien que fragile, contraste fortement avec les années précédentes où l'effondrement administratif laissait jusqu'à des dizaines de kilomètres de territoire entièrement hors contrôle. C'est ici que le fil se déploie. La trajectoire du Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'a pas émergé d'un simple sursaut militaire, mais d'un enchaînement de causes successives qui ont réorganisé le pays de l'intérieur. Les attaques répétées de la fin du XXe siècle avaient emporté avec elles le tissu social, les réseaux logistiques et le sentiment même d'appartenance nationale. Dans des villages comme Boul du Mouhoun ou Seno, la peur avait imposé son calendrier, récolte interrompue, déplacements forcés, silence forcé à la tombée de la nuit, puis, sans éclat spectaculaire, un mouvement centrifuge ethné s'étirant des postes avancés jusqu'aux communautés isolées, la mise en place des VDP. Ces volontaires, issus de la population elle-même, ont créé un pont entre les forces professionnelles et les habitants. Une structure modeste, mais capable de stabiliser les zones vulnérables. À partir de ce moment, l'équation change. Les groupes terroristes, habitués à profiter du vide, se retrouvent confrontés à des communautés moins isolées, plus solidaires, réagissant plus vite aux infiltrations. Le pays cesse d'être une mosaïque de points faibles et commence à se recomposer autour d'axes plus cohérents. Mais c'est le glissement psychologique qui a pesé le plus. Lorsque les habitants ont vu que certaines zones naguère inaccessibles redevenaient praticables, un imaginaire collectif s'est rallumé. Ibrahim Traoré a capitalisé sur cette transformation, non par des annonces tonitruantes, mais en encourageant chaque localité à reconstruire son propre rythme. Le Burkina Faso n'avance pas encore d'un pas sûr, mais il avance différemment. Dans les premières semaines où certaines localités ont entrevu une accalmie timide, deux figures anonymes ont émergé comme des repères inattendus pour comprendre la dynamique nouvelle qui gagnait du terrain. Le premier exemple vient de Boul du Mouhoun. Un cultivateur, longtemps contraint d'abandonner ses champs, a rejoint les groupes de vigilance locaux. Sa contribution n'avait rien d'héroïque en apparence, quelques rondes, quelques transmissions d'alerte, mais elle a suffi à encourager d'autres habitants à reprendre possession des terres délaissées. Ce retour partiel à l'activité agricole a donné le ton. Lorsqu'un village recommence à nourrir ses propres familles, même à petite échelle, la peur cède une part de son territoire. Le second micro-case surgit à Seno, où une enseignante revenue après des mois d'exil a choisi de rouvrir une salle de classe improvisée. Les enfants arrivaient en groupes hétérogènes, parfois sans matériel, parfois encore marqués par des déplacements récents. Pourtant, cette reprise, fragile, discontinue, imparfaite, a suffi à recréer un point de fixation dans le quotidien.
Le simple fait de réintroduire un rythme, même symbolique, a transformé la perception du danger autour du village. Ces deux trajectoires modestes montrent que les premiers effets de stabilisation ne se mesurent pas seulement en zone sécurisée, mais en routine reconquise. L'école, les champs, les chemins qui recommencent à être parcourus sans hâte. Et c'est précisément dans ces retours minuscules que se joue la question essentielle. La reconstruction commence-t-elle toujours par des gestes qui paraissent trop petits pour être remarqués ? Le déclencheur survient lorsque les premiers groupes armés, surpris par la réorganisation locale, multiplient des attaques rapides pour tester la solidité des nouvelles défenses communautaires. Les habitants, déjà engagés dans la vigilance civique, répondent immédiatement, alertes relayées, regroupements discrets, coordination minimale mais constante. Ce n'est pas encore une contre-offensive, seulement une manière de ralentir l'érosion intérieure. À Boul-du-Mouhune, une infiltration nocturne oblige les groupes de vigilance à mettre en pratique les consignes reçues des unités régulières. À Sénaux, une rumeur sur un convoi menaçant déclenche une série de messages transmis par des habitants qui n'avaient jamais participé à un réseau d'alerte auparavant. Dans les deux cas, les communautés réagissent plus vite qu'auparavant, réduisant la marge d'avance des groupes hostiles. C'est à ce moment que les forces professionnelles ajustent leur posture. Mouvements plus précis, répartition différente des patrouilles, intégration de drones pour compenser les angles morts. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique change. Ne plus attendre la frappe adverse, mais empêcher la dispersion du chaos. L'intensité augmente. Les unités d'élite, comme Gapar et Fantôme, identifient plusieurs caches dont certaines étaient supposées inaccessibles depuis des années. Des trajectoires ennemies sont coupées dans les zones reculées où les insurgés se pensaient intouchables. Les drones, silencieux, repèrent des colonnes légères avant qu'elles n'atteignent les villages vulnérables. Des frappes chirurgicales neutralisent des dépôts logistiques, créant un effet domino, moins d'armes, moins de carburant, moins de mobilité. L'ennemi perd sa capacité à imposer le rythme. L'armée et les VDP avancent sur des points précis, jamais au-delà de ce que la population peut suivre. Cette synchronisation crée une rupture. Ce n'est plus une course contre la montre, mais une récupération progressive de l'initiative. Dans plusieurs localités, les habitants, voyant les premières routes sécurisées, reprennent les trajets quotidiens interrompus depuis longtemps. Le pays tout entier, épuisé, sent que quelque chose s'inverse, même si personne n'ose encore parler de victoire. Lorsque les premiers camps, autrefois symboles de domination terroriste, cessent d'exister, le choc est profond. Les habitants reviennent prudemment, constatent l'état des maisons, ramassent ce qui peut être sauvé, reconstruisent ce qui est trop abîmé. La peur ne disparaît pas, mais elle recule. Les enfants retournent dans des écoles improvisées, les commerçants réinstallent leurs étals, les agriculteurs sondent la qualité des sols. C'est un retour lent, parfois hésitant, mais réel. Dans les villages de Bonsa et Moraba, certains anciens déplacés reconnaissent à peine les lieux qu'ils avaient quittés dans la panique. Les premières fêtes locales réapparaissent, petites, discrètes, mais suffisantes pour redonner un rythme au quotidien. Le message se diffuse, le pays ne s'est pas relevé, mais il se remet à respirer. Et même là où l'instabilité persiste, le sentiment de destin partagé, ravivé sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré, s'enracine peu à peu. Ces enchaînements montrent que la stabilisation ne s'est pas imposée par un événement unique, mais par une succession de secousses qui ont, chacune, décalé l'équilibre. Au point de départ, plusieurs zones totalisaient des dizaines de kilomètres entièrement hors d'accès. Quelques mois plus tard, une partie significative de ces axes redevient praticable, signe d'un glissement tangible du rapport de force. Cet écart, du blocage total à une circulation partielle, sert de miroir pour mesurer la portée réelle des actions simultanées menées sur le terrain. Voici une transition concernant territoire récupéré. Les opérations coordonnées ont permis la réduction de plusieurs dizaines de bases auparavant considérées comme irréductibles. Cette mesure indique que la pression militaire n'a pas seulement repoussé l'ennemi, elle a brisé son inertie opérationnelle. Voici une transition concernant armement saisi. Les unités engagées et les VDP ont récupéré des milliers d'armes, un volume qui aurait autrefois alimenté des mois de guérilla. Ce chiffre reflète surtout l'effondrement logistique des groupes adverses.
incapables de reconstituer leur stock rapidement. Voici une transition concernant réouverture locale. En quelques mois, des infrastructures essentielles, routes, écoles, marchés, ont repris vie dans plusieurs localités clés, un redressement difficile à envisager un an plus tôt. Cette reprise suggère que la stabilisation dépasse les lignes militaires pour s'ancrer dans le quotidien civil. C'est ici qu'un second niveau de lecture apparaît. Les trois indicateurs n'ont pas évolué de manière isolée, mais enchaînent. À mesure que les bases ennemies disparaissent, les armes cessent d'affluer vers les zones sensibles. À mesure que le flux d'armement diminue, les habitants reprennent des espaces qui, à leur tour, renforcent les forces locales. Le Burkina Faso se retrouve entraîné dans une dynamique où chaque gain, même modeste, génère un élan supplémentaire. Sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré, cette logique est assumée. Ne pas chercher la victoire éclatante, mais additionner les transformations micro-locales qui finissent par remodeler la carte. L'usage accru des drones, l'appui ciblé des unités d'élite et la mobilisation communautaire ont créé des poches de stabilité qui se répondent les unes aux autres, dessinant un système moins fragile qu'auparavant. Ce n'est pas encore une architecture de paix, mais un réseau d'équilibre en construction. Le plus frappant demeure l'effet social de ces variations quantitatives. Lorsque des dizaines de bases sont neutralisées, ce ne sont pas seulement des points géographiques qui tombent, ce sont des trajets scolaires qui redeviennent possibles, des champs qui cessent d'être abandonnés, des villages qui retrouvent un rythme naturel. Lorsque des milliers d'armes sont retirées de la circulation, la peur quotidienne perd une partie de son carburant. Lorsque plusieurs localités renouent avec leur économie locale, même de manière fragile, la population cesse d'attendre passivement un secours extérieur. Les chiffres ne racontent pas tout, mais ils révèlent la cohérence d'une recomposition. Ils montrent un pays qui, malgré les coûts immenses, a commencé à inverser une tendance que l'on croyait irréversible. La mécanique reste précaire, mais elle existe, et c'est là la première victoire tangible. Deux lectures opposées émergent lorsqu'on observe la transformation en cours dans les zones anciennement déstabilisées. La première soutient que la mobilisation populaire, bien qu'impressionnante, reste trop fragile pour résister à une reprise coordonnée des groupes armés. Selon cette position, les VDP, issus de communautés rurales épuisées et parfois déplacées, ne pourraient pas soutenir un effort prolongé si les attaques se concentraient à nouveau sur les zones sensibles. L'absence d'armement lourd, la fatigue accumulée et la précarité économique constitueraient, dans cette lecture, des facteurs limitants capables d'inverser rapidement les progrès récents. La deuxième lecture affirme l'inverse. La mobilisation populaire serait justement ce qui rend la reprise ennemie moins probable. Ce courant estime que lorsqu'une population recommence à occuper les espaces, à rouvrir les marchés, à ramener les enfants vers des écoles improvisées et à reconstituer des réseaux d'entraide, l'emprise des groupes armés diminue mécaniquement. Pour ces observateurs, les villages de Boul-du-Mouhoun, Seno, Bonsa ou Moraba illustrent un basculement psychologique qui vaut autant que n'importe quelle opération militaire. Une fois que les habitants reprennent le contrôle des gestes quotidiens, cultiver, circuler, enseigner, l'ennemi perd la capacité d'imposer le rythme. La réponse la plus solide, fondée uniquement sur les éléments observés dans les localités évoquées, se situe entre ces deux pôles. Oui, la mobilisation populaire demeure limitée en moyens et en endurance, mais elle n'est pas isolée. Elle s'appuie sur des opérations coordonnées, sur la récupération de plusieurs dizaines de bases ennemies, sur l'effondrement des réseaux logistiques adverses et sur les réouvertures progressives de routes et d'écoles. Les villages ne résistent pas seuls, ils résistent connectés à une dynamique plus large qui renforce chaque avancée. En somme, la critique centrée sur la fragilité des communautés néglige les changements structurels déjà visibles, tandis que l'optimisme absolu ignore la possibilité de rechute. L'évolution réelle se situe dans la combinaison des deux forces, la vigilance locale et la transformation progressive du terrain. Un pivot silencieux apparaît. Au cœur des zones que l'on croyait condamnées à l'isolement permanent, une rupture subtile se manifeste. Les habitants ne se contentent plus de survivre, ils recommencent à organiser leur propre quotidien. Cette inflexion, presque imperceptible au début, redéfinit la façon dont les communautés perçoivent le danger et la possibilité d'un avenir stable. Les VDP, autrefois considérés comme une réponse improvisée,
deviennent un point d'articulation entre vigilance locale et reprise civile. Les marchés rouvrent par fragments, les routes s'emplissent de déplacements prudents mais réguliers, les villages reprennent un rythme qui rappelle les périodes d'avant-crise. C'est ici que l'effet de seuil se fait sentir. Lorsque les habitants recommencent à occuper l'espace, les groupes armés perdent automatiquement une partie de leur influence. Et ce basculement, nourri par les reconquêtes successives et les réseaux d'entraide renaissants, est amplifié par la stratégie patiente d'Ibrahim Traoré, qui mise sur l'ancrage local plutôt que sur la démonstration de force unique. Ce milieu de trajectoire révèle ainsi une vérité simple. La stabilisation ne vient pas d'un geste spectaculaire, mais d'une accumulation de gestes modestes qui, mis bout à bout, changent la direction du pays. Pour l'appareil étatique, l'un des changements majeurs réside dans la récupération graduelle de zones administratives qui étaient devenues inaccessibles pendant des années. La réouverture de routes et de marchés offre à des agents publics la possibilité de rétablir des services essentiels: état civil, soutien agricole, coordination logistique. L'État retrouve une marge d'action qu'il n'avait plus. Grâce aux opérations cumulées sur le terrain, la gouvernance peut s'exercer de manière moins théorique et plus ancrée. Dans cette recomposition, la cohérence territoriale, longtemps érodée, commence lentement à revenir. Les activités commerciales, même modestes, ressentent un souffle nouveau. Les marchands qui avaient abandonné leur circuit de distribution reprennent des itinéraires courts entre villages sécurisés. Les flux agricoles s'intensifient, parfois encore fragiles, mais suffisants pour animer les marchés locaux. Les artisans, quant à eux, profitent de la demande croissante pour la réparation d'infrastructures endommagées. Le tissu économique n'est pas encore solide, mais il se réactive par paliers. L'amélioration relative des trajets et la baisse des incursions ennemies offrent aux petits entrepreneurs une fenêtre de résilience. Pour la population, les conséquences sont les plus visibles. Dans les villages de Bouldumuhoun, Seeno, Bonsa ou Moraba, des familles déplacées reviennent progressivement. Les enfants fréquentent à nouveau les petites écoles improvisées, les agriculteurs sont dans leurs champs redevenus accessibles et les communautés rétablissent les rituels de la vie commune: marchés, fêtes locales, entraide. Le retour de ces gestes ordinaires ne marque pas encore la fin de la peur, mais il réduit sa portée. Sous l'effet combiné des opérations coordonnées et du soutien des VDP, le quotidien s'organise autour d'un nouvel équilibre. Les voisins, notamment le Mali et le Niger, observent attentivement cette recomposition. Ils voient dans les avancées burkinabées un modèle possible d'autonomie régionale. La manière dont les habitants se réapproprient leurs espaces, appuyés par une coordination progressive, envoie un signal implicite. Les dynamiques internes peuvent modifier les équilibres du Sahel. La vision stratégique d'Ibrahim Traoré, fondée sur la mobilisation intérieure, contribue à transformer la lecture régionale. La stabilité n'est plus envisagée seulement comme un enjeu militaire, mais comme une dynamique sociale. En somme, ces effets concrets montrent qu'un pays meurtri peut retrouver de la cohésion par couches successives, même sans rupture spectaculaire. Les prochains mois placeront le Burkina Faso devant une zone d'incertitude décisive. Les dynamiques enclenchées dans les villages stabilisés, les reconquêtes successives et la reprise partielle des infrastructures tracent 3 trajectoires distinctes. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à baliser les chemins possibles selon la manière dont les communautés, l'appareil étatique et les pressions extérieures interagiront. Voici une transition concernant scénario base, consolidation fragile, mais continue. Dans cette voie intermédiaire, les zones désormais praticables se maintiennent et s'étendent par cercles concentriques. Les communautés poursuivent la reconstruction des marchés et des écoles improvisées, tandis que les opérations militaires gardent l'initiative sur les groupes hostiles. Les flux agricoles se renforcent légèrement. La coordination entre villages, VDP et unités régulières s'ancre dans le quotidien. La stabilisation progresse, mais reste très sensible au choc. Un regain d'attaques localisées pourrait suffire à ralentir le mouvement, sans toutefois l'annuler. Voici une transition concernant scénario optimistique. Stabilisation accélérée et ancrage local renforcé. Dans ce cas plus favorable, les avancées sociales et militaires convergent. Les habitants des zones libérées consolident leur réseau d'entraide, les marchés redeviennent réguliers, les routes sont parcourues sans crainte permanente. Les communautés autrefois isolées redeviennent des pôles d'activité,
attirant des familles déplacées. Les régions voisines, observant ce redémarrage, intensifient la coopération locale. La dynamique interne entraîne un effet d'entraînement. Les secteurs productifs reprennent plus rapidement, les écoles connaissent une fréquentation plus stable et les villages délaissés cessent d'être des points de fragilité. Voici une transition concernant scénario worst, rechute sous pression externe et fragmentation. Dans le tableau le plus sombre, des infiltrations coordonnées redonnent aux groupes armés une marge d'action dans certaines zones sensibles. Les axes récemment ouverts redeviennent dangereux. Les communautés, déjà fatiguées par des années de résistance et de déplacement, pourraient subir une nouvelle phase de dispersion. L'État perdrait une partie de sa cohésion opérationnelle et la pression extérieure augmenterait, notamment sur les enjeux sécuritaires et humanitaires. Les villages comme Bonsa ou Moraba deviendraient à nouveau vulnérables. Dans l'ombre des opérations visibles, ce sont les transformations humaines les plus fines qui révèlent la portée réelle de ce basculement. Elles se nichent dans 3 couches sociales où la guerre a laissé des marques profondes, mais où la reconstruction façonne désormais des trajectoires inattendues. Les familles déplacées qui reviennent dans les villages comme Bonsa ou Seeno, les familles qui avaient fui précipitamment retrouvent des maisons parfois détruites, parfois encore debout, mais toujours chargées de mémoire. Les retours ne se font pas en masse, ils arrivent par petites vagues, hésitantes puis plus confiantes. Les premiers soirs, les familles allument des feux modestes pour signifier leur présence, un geste simple mais déterminant. La reprise de ces routines marque un redémarrage du tissu social, même lorsque la peur n'a pas totalement disparu. Les jeunes qui redécouvrent un rôle, pour beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes, les années de conflit ont effacé les repères habituels. École discontinue, absence de travail, déplacements répétés. Avec la réouverture des chemins et de certaines salles de classe improvisées, ils réapprennent à se projeter. Certains participent aux activités communautaires, d'autres reviennent simplement prêter main forte dans les champs. Ce n'est pas encore une reprise économique, mais une reprise de place. Appartenir à un groupe, contribuer à un rythme collectif, retrouver une voix. Les femmes au centre des routines retrouvées. Dans les zones stabilisées, ce sont souvent les femmes qui relancent les marchés, organisent les points d'eau, rétablissent les circuits d'entraide, elles recréent des espaces de normalité à partir de presque rien. Une natte déployée, quelques denrées, une conversation reprise après des mois de silence. La reconstruction prend forme dans ces gestes patientes et répétés qui donnent au village une respiration nouvelle. Ces 3 regards montrent que la réorganisation nationale s'enracine d'abord dans les corps et les gestes avant de se voir sur les cartes. Pour que la stabilisation déjà perceptible devienne une trajectoire durable, 4 étapes doivent être exécutées avec précision. Elles ne visent pas à inventer de nouveaux mécanismes, mais à prolonger ce qui fonctionne déjà dans les villages qui ont repris souffle. Sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré, ces actions peuvent s'articuler de manière cohérente, tant qu'elles restent liées au terrain. Voici une transition concernant Bekon, Konko Kaktruk Damo, Aylam, les unités régulières et les VDP. Lamzi, assurer la sécurité minimale des routes réouvertes et protéger les déplacements essentiels. Hinao, immédiatement après chaque zone stabilisée. Dobanzi, par le nombre de trajets scolaires et agricoles redevenus réguliers. Voici une transition concernant Byuk 2, rétablir les services locaux essentiels. Aylam, les autorités administratives avec l'appui des communautés. Lamzi, réouvrir des points d'état civil, de soutien agricole et des espaces éducatifs légers. Kinao, dans les 4-8 semaines suivant la sécurisation. Dobangji, par le taux de fréquentation au guichet et la reprise des activités collectives. Voici une transition concernant Byuk 3, stabiliser les chaînes d'approvisionnement civil. Aylam, les agriculteurs, commerçants et associations locales. Lamzi, redémarrer les petits marchés, sécuriser les trajets courts, relancer les ateliers. Hinao, dès que la zone présente une stabilité de base. Dobangji, par l'augmentation du volume de denrées et des échanges. Voici une transition concernant Byuk 4, construire la résilience communautaire. Aylam, les leaders locaux, enseignants, volontaires. Linzi, renforcer les réseaux d'entraide, raviver les pratiques éducatives, consolider les rituels sociaux. Kinao, de manière continue. Dobangji,
par la régularité des réunions, fêtes, cours et activités partagées. Ces étapes, appliquées sans précipitation, transforment la stabilisation ponctuelle en dynamique collective durable. Dans la lente recomposition du Burkina Faso, les gestes minuscules des villages, comme ceux du cultivateur de Boul du Mohune ou de l'enseignante revenue à Seino, deviennent des fils conducteurs pour comprendre l'élan nouveau qui traverse le pays. Ils rappellent que la reconstruction ne naît pas seulement des opérations visibles, mais d'un ensemble de routines fragiles qui se reforment pierre après pierre. À travers ces retours modestes, le pays retrouve une part de ce qui lui avait été arraché, une organisation du quotidien, une confiance hésitante, un sentiment de continuité. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ces gestes dispersés prennent une portée plus large. Ils deviennent des signes d'un pays qui refuse de disparaître, même après des années de fractures. Les villages réapprennent à respirer, les familles réapprennent à occuper leur espace, les communautés redécouvrent la force de leurs liens. La résilience, ici, n'est pas un slogan. C'est une accumulation d'actes ordinaires qui redonnent aux habitants la possibilité de se projeter. Au terme de cette trajectoire marquée par des fractures, des retours hésitants et des reconstructions patientes, une évidence s'impose. La stabilité durable ne dépend pas seulement des opérations visibles, mais surtout de la capacité collective à maintenir les gestes qui redonnent forme au quotidien, les marchés qui se rouvrent par fragments, les chemins que l'on parcourt à nouveau, les écoles improvisées où les enfants réapprennent à se rassembler. Chacun de ces signes témoigne d'un pays qui cherche à se redresser sans attendre une impulsion extérieure. Cette dynamique née dans les villages reculés montre que la cohésion peut se construire pas à pas par les mains de ceux qui vivent au plus près du terrain. C'est dans cet esprit que le dialogue, l'observation et le partage d'expériences deviennent essentiels pour comprendre ce qui se joue réellement.